Merci à tous d'être ici ce soir. Donc, les éditions Maurice Nadeau, il y a Laure de l'Étrange ici, au premier rang, ce soir. Et Gilles Nadeau qui n'a pas pu être présent ce soir, mais pour des raisons familiales. Les éditions Maurice Nadeau, depuis, Maurice Nadeau est un éditeur qui a découvert Henri Miller, Georges Perec, qui a fait traduire Malcolm Lowry, qui s'est vraiment engagé pour la littérature et le sens de la littérature, parce qu'il pensait vraiment que la littérature pouvait changer le monde. Et c'est ce que Gilles et Laure continuent de faire dans cette maison d'édition, c'est-à-dire de faire très attention à la langue et à la littérature, parce que c'est par la langue, quand il y a une langue véritablement singulière, que les textes sont politiques. Voilà. Et ont une portée et un impact sur le monde. Alors, Sophie, donc avec Sophie Képès, avec Désappartenir, c'est une enquête littéraire qui va chercher les sources cachées de la création littéraire à travers l'enfance traumatique des écrivains. Et c'est aussi un récit, puisque Sophie, tu racontes de manière très très pudique, presque au détour des pages, ta propre expérience d'enfant, une expérience traumatique, puisque ta mère était Munchausen, donc tu expliqueras ce que c'est pour ceux qui ne savent pas tout à l'heure. Et toi, Clarisse, tu as avec Ressac. C'est un récit qui a un véritable pavé dans la mare aussi, enfin on en parlera. Mais tu racontes comment l'histoire des générations antérieures a infusé en fait un peu à ton insu en toi, et de quelle manière en fait cette histoire-là a pu peut-être infuser aussi dans ta création, puisque tu es sculptrice. Et cette histoire-là, c'est que tu es la descendante d'un des 15 survivants du radeau de la Méduse. Voilà, c'est quand même une histoire assez lourde. Alors, vos deux textes n'ont rien à voir, mais pourtant, il y a des choses qui traversent vos deux textes qui sont communes à toutes les deux, et que vous explorez de manière totalement différente, et c'est ça qui est aussi très intéressant. Alors j'ai parlé d'enquête littéraire pour toi, Sophie, donc tu nous expliqueras en quoi ton texte est aussi, pas seulement, mais aussi une enquête littéraire. Et est-ce que, Clarisse, toi tu dirais que ce récit est aussi une enquête sur toi-même, ou justement pour remonter une sorte d'histoire de tes ancêtres? Enquête, je sais pas, c'est pas un mot que j'aurais choisi. Je sais pas ce que j'aurais choisi. Oui, j'ai laissé émerger, j'ai créé les conditions de laisser émerger mon passé, enfin mon passé, oula, pas mon passé du tout, le passé de mon ancêtre, à travers mon travail de sculpture et donc à travers mon corps, mes ressentis, mes cauchemars. Et c'est pas tellement un travail d'enquête, parce que ça a été très peu un travail cérébral en fait, puisque c'était trop dur à penser pendant longtemps, donc ça a été plus intuitif et voilà, plus incarné. Et après, oui, il y a un moment où donc, mon ancêtre a laissé des annotations dans un... En fait, 2 survivants du radeau de la Méduse ont écrit une narration du naufrage à l'époque, et mon ancêtre s'est procuré cet ouvrage et a annoté dans les marges ce qui n'était pas correct, et un peu il a expliqué quelle était sa place. Et donc voilà, il y a un moment où j'ai affronté ce texte-là, mais je pense que je l'ai plutôt exploré d'une autre manière qu'une enquête. Alors oui, j'ai oublié de préciser que en fait
rencontre à plusieurs temps. Donc là, il y a un petit entretien donc, avec Clarisse et Sophie. Alors, si vous avez envie d'intervenir, surtout n'hésitez pas, même s'il y a un temps réservé aux questions à la fin de la rencontre. Mais si, voilà, je trouve que c'est plus spontané, et franchement, n'hésitez pas. Et puis, après ce petit entretien, il y aura aussi des lectures d'extraits de textes de Clarisse et Sophie. Alors, toi, donc Sophie, sur cette question d'enquête. Alors, d'abord, je voudrais dire quand même que je suis très heureuse d'être ici, à cette place, parce que généralement, je suis là, au premier rang, à droite, parce que c'est un lieu que je fréquente depuis mon arrivée à Nemours, il y a un peu plus d'1 an, et que c'est en effet une succession de coïncidences insensées qui fait que je me trouve sur scène pour une fois. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Le côté enquête, oui, je crois, enfin, parmi les points communs qu'ont nos livres, c'est qu'ils illustrent très très bien la puissance de l'inconscient familial, que ça existe vraiment, l'inconscient familial et transgénéalogique. Ça c'est tout à fait manifeste. Et aussi, certainement, la nécessité qu'à un moment donné, dans cette transmission, une personne fait un pas de côté et rompt une espèce de chaîne du tabou, généralement, et se met à parler, ce que fait Clarisse, et ce que je fais moi à un autre moment de ma vie et de ma carrière. Et l'enquête, elle en découle parce que mon livre tresse en gros 2 matériaux, un matériau autobiographique, qui n'est pas extrêmement développé, mais je pense qu'il en dit suffisamment, et disons en effet l'enquête elle est littéraire hein, essentiellement, donc j'enquête auprès d'auteurs que j'ai beaucoup pratiqués, que j'apprécie, pas tous mais quand même dans leur immense majorité, du monde entier, hein, je précise, c'est pas franco-français, et je cherche un peu les sources cachées dans leur enfance, de leur vocation littéraire et aussi de la forme que prendra cette pratique de la création littéraire. Parce que je crois qu'on n'écrit pas tous la même chose et tous de la même façon. Et donc, cette enquête, je l'ai menée sans penser forcément à ce livre. Pendant une 12aine d'années, j'ai accumulé des notes, et même sans savoir si un jour j'écrirais ce livre. Et à un moment donné, tout s'est aligné et j'ai dû le faire. Voilà. Alors oui, Sophie, tu écris que la condition nécessaire mais pas suffisante, avec beaucoup d'ironie hein, évidemment, pour faire un écrivain, c'est une enfance traumatique, donc tu nous expliqueras exactement ce que tu veux dire par là. Mais effectivement, tu as soulevé ce point commun que toutes les deux, vous brisez un tabou. Et à quel moment, en fait, il y a vous autorisez à le briser, ce tabou, et donc à écrire, puisque c'est par l'écriture que toutes les deux, vous décidez de briser, enfin de passer outre le silence. Et est-ce qu'il y a toutes les deux, et toi, Clarisse, tu as ressenti cette nécessité de briser un tabou? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu de moment. Il y a eu plein de tentatives et il y a eu plein d'échecs. C'est qu'une succession de tentatives, en fait. Il y a... je sais pas. Briser le tabou, en fait, là, ça, pour moi, définitivement, ça a été quand le livre a existé physiquement, en fait. Ça n'a pas été juste de l'écrire. C'était évidemment tout un travail et voilà, c'était un gros chantier. Il y a eu énormément de temps entre la fin de l'écriture et la publication, et je pense que vraiment j'avais besoin que ça soit public. Je pouvais pas donner mon manuscrit avant à ma famille ou le faire lire avant à qui que ce soit de chez moi. Il fallait que ça soit quelque chose qui existe dans le monde physiquement. Et voilà, je crois que c'est maintenant. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que en fait, ce livre annoté par l'ancêtre, enfin par ton ancêtre,
ne se transmet donc que de père en fils aîné. Donc, Mais non, pas moi. tu exclus de cette transmission. Et surtout, qu'il y a en fait une injonction qui est assez énigmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire en fait de cette chose-là? Et c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là? Oui, donc mon ancêtre a laissé ses annotations sans directive. Le livre est avec le reste des archives familiales. Il n'y a pas de truc spécial avec le livre. Il est dans un carton avec tout le reste des archives familiales. Par exemple, je sais ce que mon grand-père... mon grand-père a eu beaucoup d'échanges de lettres avec des historiens, des gens de musée à propos du livre, et il s'est questionné sur le fait de peut-être le donner à la bibliothèque ou pas, voilà. Donc il y a déjà ce questionnement qui existe dans ma famille depuis longtemps, donc j'en parle un peu dans mon livre. Et donc voilà, je pense qu'à chaque génération, chacun s'est posé la question de quoi faire de ce livre, comment le conserver, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, à chaque génération, je sais que mon père s'est beaucoup posé la question, moi aussi. Et donc c'est comme si le tabou était cristallisé dans ce livre et la manière dont on le transmet. Il y a un autre point commun, mais qui est en rapport avec ce que vous voulez dire, c'est la question du corps. Parce que, en fait, c'était assez frappant. Tout à l'heure, on a eu la chance d'aller voir l'atelier. Et tu nous as expliqué quelle était la particularité du travail sur le bois. Et qu'en fait, ça faisait une résonance dans tout le corps, contrairement, par exemple, au travail sur la pierre. Donc, comme je connais rien, voilà, j'ai appris quelque chose. Mais ça m'a frappé parce que, en fait, tout passe par le corps et même par la viande et par quelque chose d'extrêmement charnel, d'extrêmement incarné, en fait, dans ton livre. C'est pas du tout une seule idée. Enfin, voilà. Et en fait, la question qui s'adresse à toi aussi, Sophie, parce que c'est très important, en fait, et là tu vas pouvoir peut-être nous expliquer aussi ce que c'est que le syndrome de Munchausen. Et là, en fait, il faut écrire le corps, mais aussi ce que le corps subit, sans qu'il choisit précisément, parce qu'il le subit. Ah pardon, d'accord. Oui, le corps, et j'ajouterais les rêves d'ailleurs, parce que et en fait, ce livre, tu l'as commencé à mon avis quand tu as, dans une pièce relativement petite, commencé à construire un radeau. En fait, moi, je vois ça comme le premier pas vers jeunesse. C'est-à-dire, on est agi avant d'agir. Là, ce livre, c'est Clarisse qui agit. Et ici aussi. Bon, moi, je suis un vieil écrivain, donc j'écris depuis fort longtemps. Et c'est vrai que je savais qu'à un moment donné, je n'y couperais pas, qu'il fallait que je raconte un peu la source de tout ça. Je vais revenir vraiment au corps tout de suite, mais on peut dire aussi que ce livre, il est sorti de la question vraiment toute simple. Comment se fait-il qu'une petite fille de 5 ans, je venais d'apprendre à lire et à écrire, et je parle de moi, et j'avais 1 an d'avance au CP, donc je viens d'apprendre à lire et à écrire, et mon instinct m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, et je lui ai dit je serai écrivain. Or, je sors d'une famille où il n'y a que des scientifiques, des chercheurs, des médecins, des gens. Donc, c'est quand même assez bizarre. On peut partir de cette question et se la poser jusqu'au moment où on va commencer à chercher des réponses. Alors, Delphine, tu as nommé plusieurs fois ce syndrome dont ma mère était affectée. Enfin, disons que j'ai eu une enfance certainement douloureuse et aussi j'ai subi beaucoup de carences. Et c'est certain que le syndrome de Munchausen, si je vous demande qui peut le définir, à part les gens qui ont déjà lu mon livre, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si vous allez être très nombreux.
C'est pas une histoire de vivre dans un monde un peu féerique, de rester en enfance? Non, c'est une projection sur le corps de l'enfant. Alors, parce que le baron de Munchausen, ça c'est une histoire, et ça a été même adapté au cinéma. Bon, c'est pas par hasard que ce syndrome a pris ce nom. Donc, en fait, il s'agit... Moi, j'aime bien la manière dont les Américains nomment les choses, comme ça, c'est générique, c'est les abus médicaux. Voilà, donc ce sont des parents qui soignent des enfants qui ne sont pas malades, de maladies qu'ils n'ont pas, et sont suffisamment avertis en médecine pour pouvoir simuler des symptômes et parfois induire de véritables maladies dans le but de faire soigner les enfants. Ce sont des gens qui manipulent les médecins d'une manière extrêmement habile et perverse, et pour ça, il faut qu'ils aient des connaissances. Et comme c'est très peu connu, même en France, je pose régulièrement la question, bien que j'avais beaucoup travaillé sur moi-même quand j'étais déjà encore très jeune, j'avais compris beaucoup de choses, et du côté de mon père, il y avait aussi pas mal de grains à moudre, mais c'est quand même assez tardivement dans ma vie que j'ai pu mettre le nom sur ce que ma mère me faisait subir, ainsi qu'à mon frère. Et le rapport avec l'écriture, j'ai essayé finalement de le montrer, de l'établir dans ce livre. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais complètement contrôlée en permanence par ma mère, qui essayait sans cesse de me changer pour que je corresponde à une image idéale. En fait, il s'agit de maltraitance sous des prétextes sanitaires. Hein. Et dans l'écriture, par exemple, donc, et très jeune, j'ai trouvé un moyen où moi, je prenais le contrôle. C'est-à-dire que moi, face à la page, j'étais toute puissante comme ma mère par rapport à mon corps, dont elle ne respectait pas les limites. Je subissais de nombreuses intrusions traumatiques. Et donc là, voilà, je vous donne un seul exemple, mais il y a un lien vraiment direct entre le fait d'être contrôlé physiquement et sans cesse menacé, agressé, et le fait de reprendre le contrôle par l'écriture. Et l'écriture aussi était pour moi un bastion, une forteresse dans laquelle aucun adulte ne pouvait intervenir, ne pouvait me menacer. Et ça a été sa première fonction, à mon avis, c'était la fonction de protection, de défense. Et ensuite, j'ai découvert que c'est un espace de liberté absolue. Et pour moi, la littérature, c'est surtout la liberté. En fait, ce qui est frappant, c'est qu'on entend souvent ce que tu viens de dire sur la lecture, mais pas forcément sur l'écriture. Ce qui m'a frappé aussi, Clarisse, quand tu as l'entretien avec une journaliste du Nouvel Obs, tu disais que tu avais quasiment toujours écrit, et enfin en tout cas depuis très longtemps, et que finalement l'écriture c'est quelque chose qui te prenait presque viscéralement et de manière complètement différente de la sculpture qui te prend aussi au corps, mais l'écriture c'est autre chose. Eh oui, attends, faut bien aussi. L'écriture, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Je pense que j'aurais jamais pu écrire mon livre sans passer par la sculpture, ça c'est très clair. Et moi aussi, j'ai voulu être écrivaine très tôt. Et j'ai toujours dit toute mon enfance que je voulais être écrivaine et illustratrice. Et j'ai jamais réussi à donner forme à quelque chose. Et il y a un moment, je suis partie ailleurs en fait. Et voilà, il y a eu la sculpture. Et pour moi, écrire, c'est extrêmement risqué. Vraiment, vraiment risqué. Et la sculpture, l'engagement corporel, c'est différent en fait. Enfin, on a peur aussi, et c'est extrêmement risqué aussi, mais il y a quelque chose qui se libère vraiment par le geste et par le corps, voilà, qu'il n'y a pas dans l'écriture. Moi, j'ai adoré écrire ce livre et tout ça, mais par exemple au niveau du corps c'était vraiment une souffrance. Voilà.
Et je pense qu'il y a des choses qui ne passent pas par les mots et qui avaient besoin de faire un détour pour accéder quoi, à la conscience. Et voilà. Et là, c'était le moment de mettre des mots, voilà, très forts, très risqués pour moi. Et c'était bien, et c'est des moments différents. Et je pense que, enfin voilà, j'ai besoin des deux. Enfin, j'ai fait comme les choses se sont présentées. Alors, j'aimerais bien que tous les deux vous révéliez, parce que on m'avait confié des trucs quand même. L'écriture de, enfin bon, c'est complètement différent hein, l'une et l'autre, mais c'est quand même l'écriture de chacun de vos textes, c'est quand même assez dingue. Toi, Clarisse, enfin, ce que tu m'as raconté en y tallant tes feuilles, voilà, c'est quand même, alors, c'est pas ce qu'on peut imaginer. Et toi, Sophie, en fait, c'est un texte qui est en toi depuis des années aussi. Voilà, donc c'est intéressant, je pense, d'avoir les coulisses de ces deux écritures. Oui, alors moi, ma petite tambouille, j'ai commencé par jeter sur un cahier de brouillon, principalement en prenant le train, tout ce que j'avais sur le radeau. Tout ce que j'avais, des expériences, tout. Dans un premier jet, très rapide. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de paragraphes, enfin de parties de mon livre qui sont de l'écrit brut de cette époque-là, où finalement j'ai rédigé plein de choses et j'ai enlevé plein de choses. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est vachement bien au départ. Donc il y a eu ça. Après, c'est vrai que je travaille avec plein de feuilles. Ouais, j'avais vraiment, j'étale, j'ai quelque chose de très visuel et très matériel. De toute façon, vous verrez avec la forme du texte, qui sont un peu des bribes de phrases, c'est très aéré et tout ça. J'écris hyper lentement et j'enlève tout le temps, j'enlève, je taille. Et puis, voilà, j'avais proposé mon manuscrit, je l'avais envoyé à Delphine. Et Delphine trouvait qu'il y avait quelques chapitres, notamment sur mon travail de sculpture, qui n'étaient pas aussi percutants que le reste. Et elle m'avait juste mis entre crochets les passages qui lui semblaient un peu moins forts du livre. Et donc là, j'ai fait du tronçonnage. Elle m'avait rien indiqué de plus. J'avais imprimé tous mes chapitres et je les avais scotchés ensemble. J'avais fait des colonnes comme ça et je les avais étalées dans toute ma chambre. Et j'ai passé quelques jours comme ça. Et après, j'ai entouré les passages qui étaient absolument fondamentaux en rouge. J'utilise le Big 4 couleurs, c'est vachement bien. Et un jour, j'ai tronçonné, j'ai été comme ça, clac, 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 et j'ai enlevé, j'ai gardé, voilà, et j'ai principalement enlevé, et ça marchait bien, en fait. Et donc, voilà, il y a quand même déjà, il y a un rapport au rythme, comme la taille, avec une espèce de vivacité des moments où ça se déclenche, et ouais, une matière, un son, petit tranchant, quoi. Il faut trancher, attaquer et enlever. Voilà. Alors là encore, là je découvre, hein, on n'a jamais parlé. Souvent j'ai eu l'impression de sculpter. Alors j'ai jamais sculpté de ma vie en vrai, mais le texte ça se sculpte. Et j'adore aussi couper et enlever, retirer. C'est vraiment mon truc. Et j'en parle d'ailleurs dans Des appartenir, c'est-à-dire jusqu'au risque, et parfois je suis tombée malheureusement dans ce travers, d'enlever tellement qu'il n'y a plus justement cet élan que tu avais dans tes premiers jets. Donc ça devient parfaitement rigide et ça n'a plus aucun sens, aucun intérêt. Donc là, il faut laisser reposer ou carrément écarter définitivement. Je fais beaucoup de montage aussi et je vois beaucoup les choses comme mettre des chevilles. J'écris presque toujours, et depuis mon premier roman,
j'écris des fragments qu'ensuite je monte ensemble. Et je le fais de manière beaucoup plus délibérée et systématique depuis mon roman paru en 2007 et qui a été réédité en poche récemment, Un café sur la colline, qui parle du siège de Sarajevo, à tel point que j'ai écrit des fragments et à un moment donné, et tout à fait à la fin, mais à la fin, le dernier quart d'heure d'écriture, j'ai monté ça. Mais alors moi, mon truc, c'est les post-it. Les post-it, c'est une invention génialissime. Donc je donne des titres que peut-être qu'après je ne vais pas conserver. Je donne des titres à ces fragments et j'essaye de les monter et je me dis il va y avoir des chutes, c'est obligé. Mais non, il n'y a pas de chute étonnamment. Parce que moi, je crois énormément à l'inconscient, enfin aux ressources que nous avons tous en nous, hein, l'intuition, l'inconscient, et dont les gens qui créent en général se servent, peut-être plus que d'autres, enfin, sont peut-être plus ouverts, ils se laissent traverser par ça. Et finalement, quand le livre est terminé, c'est comme si tout avait dû exister dès le début. Alors, pour Désappartenir, j'ai fait pareil, mais là, c'était de la folie, parce que c'est mon premier essai. J'écris des romans, des nouvelles, puis plus tard, j'ai écrit des documents, et c'est un essai. Et donc, il faut être un peu intelligent quand on fait un essai. Donc, j'ai néanmoins persisté dans mon vice et j'ai écrit. Donc, j'ai commencé par accumuler donc, ce matériau et c'était des post-it, mais que je rangeais, et des photocopies de citations de textes, puisque je cite énormément d'autres auteurs que moi, bien sûr, mais je les rangeais par thème, on va dire. Et il en reste quelque chose dans les têtes de chapitre. Que Gilles Nadeau a eu l'excellente idée de me proposer de restituer alors que je les avais effacés, parce que quand les chevilles sont bien placées, bien faites, on peut les supprimer. On voit l'ébénisterie toute belle, toute lisse, et on n'a pas besoin. Mais c'est quand même mieux avec. Alors peut-être je peux me permettre de lire cette liste qui forme les chapitres. Lire, écrire en un mot, maladie, bastion, obstination, écrire c'est vivre, contrôler, malheur, côté père, côté mère, héritage, dévoilement, prédiction, solitude, ignorance, écrit-lire, traduction, filiation fantasmée, auto-engendrement, illégitime, désappartenir, porte-parole, mélancolie, autocensure, indépendance, femme, s'identifier, mentir vrai, structure et forme, imagination, épilogue, éloge de la défaite. Il y a un épilogue et un avant-propos dont je vous fais grâce. Donc en fait c'était ça les thématiques et tout ça a été mis en forme et j'ai donc intégré de très nombreuses citations d'auteurs d'une façon qui j'espère n'est pas trop pesante, mais Delphine, Gilles, Laure m'ont conseillé de couper dans les citations. J'avoue qu'au début de la rédaction, qui a duré 2 ans, je me suis dit que j'allais faire un livre que de citations. Bon, c'était peut-être un peu trop téméraire. Et donc j'ai coupé dans les citations, peut-être plus que dans mon propre texte. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser dans ton enquête, comme tu l'as dit, tressée de récits autobiographiques ou l'inverse, tu t'appuies sur les expériences d'auteurs tels que Kafka, Tolstoï, énormément d'auteurs où en fait tu trouves des points communs. Donc c'est ça qui est aussi assez impressionnant. Et avant que vous lisiez, pour faire entendre un peu vos 2 langues, des extraits de vos livres, en fait, il y a aussi des questions qui sont communes et que vous traitez de manière totalement différente toutes les deux. Mais c'est d'abord à quoi doit-on son existence? À quoi doit-on sa survie aussi? En fait, c'est les questions squelettes de vos textes, à mon avis. Hein.
Et puis, est-ce que maintenant que, à la fois vous avez terminé l'écriture de vos textes et qu'ils sont publiés, vous pouvez voir ce qui vous a échappé dans vos textes? Ouais, c'est super dur. On doit sa vie à plein de choses en plus. Heureusement qu'on n'est pas que des histoires traumatiques, ou plein d'autres en plus, pas que celle-là, j'imagine. Dans le sens, Clarisse, où en fait c'est une question qui traverse son texte, c'est-à-dire que Oui. tu te poses la question, voilà, je dois mon existence aux modalités de survie de mon ancêtre. Et c'est ça qui pose question en fait aussi dans ton texte. Oui, voilà, parce que donc il faut savoir que mon ancêtre était sur le radeau jeune, il avait 28 ans. Il a fait des enfants, il s'est marié en rentrant et il a fait 7 enfants après ça. Donc voilà, il n'aurait pas survécu, j'aurais pas été là, ça c'est très clair. Et donc cette question traverse mon livre et mon travail parce que c'est quelque chose qui m'empêche a priori d'avoir aucun jugement sur ce qu'il a fait et pas de honte justement que j'ai pas. Ouais, attends. Et parce que s'il n'avait pas commis ces transgressions fondamentales, je n'aurais pas été là. Donc ça m'a quand même bien rendu service. Voilà. Et Michel, tu voulais... L'ancêtre, il a un nom. Et l'ancêtre, alors je suis très embêtée avec mon ancêtre parce qu'il a plein de prénoms et je ne sais pas lequel était utilisé. Parce qu'il s'appelait Joseph Jean-Baptiste Alexandre. Sa tante l'appelle mon cher Alexandre. On utilisait pour le livre Joseph Jean-Baptiste. Je ne sais pas trop. Mais ce qui est très étonnant, c'est que je ne l'imagine pas du tout comme un personnage. Pour moi, il n'a pas une... Vraiment, je le ressens, quoi. Il n'a pas une présence physique extérieure. À moi, c'est un peu spécial à décrire, mais voilà. Donc, Joseph Jean-Baptiste Alexandre Greffon du Palais. Non, tout simplement. Voilà, et du coup, je ne sais plus. Et donc, est-ce que ça ressort cette question, à quoi on doit sa survie? Parce qu'il y a... À quoi on doit sa survie? Parce que aussi, il y a un moment du texte, c'est ce qui fait la genèse aussi de ce que toutes tes interrogations, etc. C'est qu'il y a un effondrement à un moment donné chez toi. Oui. Et donc, en fait, la question qui peut être sous-jacente, ou qu'on peut se poser en tant que lecteur, c'est à quoi est-ce que tu dois ta survie à ce moment-là, en fait, ou un sursaut? Après, il y a un effondrement qui est lié, qui est multiple. Hein. Je ne crois pas que c'était lié que à cette histoire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir plus d'introspection, à remettre ma vie à plat, à faire de la sculpture et tout ça, parce que voilà, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et donc, c'est ce qui a créé les conditions à ce que plus tard surgisse le radeau. Après, peut-être qu'en ayant une autre vie et un autre travail, je serais passée à côté, très certainement. Enfin, il y a énormément de gens dans ma famille qui n'ont absolument pas questionné cette histoire, qui savent, mais qui... alors, ce qui est très rigolo, c'est que la plupart savent sans se poser aucune question, ce qui est complètement anormal, en fait. Parce que moi, à chaque fois que je me questionnais jamais sur cette question, et quand je disais timidement à quelqu'un que j'avais un ancêtre survivant du radeau de la Méduse, j'ai été harcelée de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Et ça, c'est la réaction normale, en fait. Ah oui. Donc, voilà, je me suis encore perdue, du coup. Oui, la nécessité, je sais pas, moi j'ai l'impression que, voilà, s'exprimer, c'est une nécessité vitale pour moi, ça l'a toujours été. Trouver une liberté, en fait, trouver un espace de liberté intime, personnel, qui est un peu au-delà de l'histoire du radeau, quoi, qui est que... j'ai besoin de ça pour respirer, quoi.
Sur la survie. Sur à quoi on doit son existence, Oui. à quoi on doit sa survie, et qu'est-ce qui échappe dans le texte. C'est très contingent à quoi je dois mon existence, sachant que déjà mon père était juif hongrois, et il a immigré avec sa mère et ses frères et sœurs en France pour échapper à quelque chose qu'il a retrouvé sur place. Rien que ça. Et mes parents me semblent pas avoir été très doués pour être parents, mais ça se faisait dans leur génération. Non, donc ma naissance, en plus ma mère a fait 2 fausses couches avant moi, et j'étais vraiment censée être la 3e, c'est assez clair. Et je crois qu'il y a beaucoup de contingences, il y a beaucoup de hasard, c'est-à-dire il y a un hasard purement génétique, il y a le fait qu'on va peut-être être plus costaud, plus résistant. Bon. Ensuite, c'est pour la survie, parce que je pense que vraiment, c'est là que j'aurais pu dévisser bien des fois. Et c'est pas du tout excessif de dire que les livres m'ont sauvé la vie, et que écrire a sauvé ma santé mentale. Je résumerai ça comme ça. Et ça, c'est aussi une chance, parce que, alors je cite un petit peu Boris Cyrulnik, bon, il dit dans certains de ses livres les plus sérieux que tout enfant qui souffre, ou qui a des carences, ou qui subit des deuils, ou enfin, une anomalie douloureuse, quelle qu'elle soit, est poussé à créer. Ce qui ne veut pas dire que tous les créateurs ont souffert. Mais il donne quand même des statistiques très sérieuses d'enquête, vraiment, en plus pas franco-françaises uniquement, qui disent, s'agissant uniquement des écrivains, qu'il y a 3 fois plus de troubles mentaux dans les familles d'écrivains que dans la population générale, et 2 fois plus de troubles mentaux chez les écrivains eux-mêmes que dans la population générale, ce qui veut dire que, quand même, je ne suis pas seule. Alors, on s'en sort. Alors, et il dit, Cyrulnik, bon, il n'est pas le seul, je pense que tous les psys le diraient, qu'on est donc poussé à créer, et que l'écriture, pour lui, qui écrit beaucoup aussi, c'est vraiment la meilleure parade. Si on a la chance d'être un tant soit peu doué, tant mieux, parce que ça met en œuvre des mécanismes de défense très puissants, très utiles, comme l'intellectualisation ou la rêverie, l'imagination, etc. Et une chose très importante, et que j'ai vraiment vécu et que je pense montrer de manière concrète dans ce livre, en plus, ça peut, si ça marche, vous placer sur une branche de l'arbre généalogique de la littérature. Moi, c'est le petit rameau tout au fond, là-bas à gauche, qui se balade un peu dès qu'il y a un coup de vent, mais je suis dessus, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que, au fond, j'ai pas eu de famille, et je l'ai remplacé par les écrivains que j'aime, que je fréquente, que je hante, qui me hantent, et c'est eux ma famille. Et la littérature, c'est absolument génial pour ça. Vous pouvez vraiment trouver des frères, des sœurs, des amants, des oncles et tantes, simplement dans les livres. Et donc, pour finir sur Cyrulnik, en fait, vous savez un peu ce qu'il appelle tuteur de résilience. C'est, disons, cette activité ou cette personne que vous allez rencontrer et qui, même pas plus d'une demi-heure dans votre vie, va vous faire comprendre que vous pouvez quand même grandir, vous pouvez croître, vous pouvez vous construire, et que le monde entier n'est pas ce que vous en voyez quand vous êtes enfant. Quand vous êtes enfant, vous êtes la chose de vos parents et des adultes, et vous pensez que le monde entier, l'univers entier, est ce que vous connaissez. C'est très long, c'est un processus long et difficile de se distancier de ça, d'où le titre de mon livre « Désappartenir ». C'est un chemin, je n'ai cessé de désappartenir toute ma vie, et c'est possible seulement si on a ces tuteurs de résilience qui sont les grands écrivains, ou enfin les écrivains que j'aime. Vous ne les trouveriez peut-être pas grands, mais moi oui. Et c'est eux qui ont été mes tuteurs de résilience. Et ce n'était possible, et là j'ai eu de la chance et j'en termine, que parce que dans cette famille très particulière qui était la mienne, j'avais un accès aux livres et à la culture. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, avant de
que vous puissiez poser des questions à Clarisse et à Sophie. J'aimerais que chacune vous lisiez au moins un passage de votre texte, donc le passage que vous avez choisi. Si on en lit un. Alors, je voulais ne pas parler de moi plus longtemps et donc donner la parole à un de ces auteurs que je mentionne. Et, peut-être. Donc, j'ai cherché un petit peu dans leur enfance, mais j'ai pas cherché, en fait, j'ai trouvé, c'est venu à moi, des choses qui m'éclairaient sur mon propre parcours. Et peut-être je vais choisir de vous lire un extrait sur Tolstoï, parce qu'en plus il y a un lien particulier avec ma famille du côté juif hongrois. Mon grand-père, qui lui est resté à Budapest, il n'a pas émigré, était le porte-parole de la doctrine tolstoïenne à Budapest, dans l'entre-deux-guerres. Donc c'était lui le chef de file des Tolstoïens. Vous savez peut-être que Tolstoï, à la fin de sa vie, il s'occupait beaucoup moins d'écrire et beaucoup plus donc de forger une sorte de doctrine, sur une base d'ailleurs religieuse, mais qui prenait la non-violence, on ne touche pas à l'argent, etc. Donc mon grand-père a vraiment vécu comme ça. Il ressemblait à Tolstoï, il avait la longue barbe blanche et les pieds dans les sandales, même l'hiver. Seul problème, donc il avait été avocat, il ne plaidait plus. Il prêchait dans une brasserie, place de l'Octogone à Budapest, et il se faisait payer des croissants et des cafés au lait par ses disciples, car c'est ainsi qu'on les appelait, toute la journée, mais il ne ramenait plus un sou à la maison. Et il avait 5 enfants, et donc il n'avait pas de chaussures. Les enfants n'avaient pas de chaussures, c'est pour vous dire. Mais il était très connu et très apprécié. Et donc Tolstoï, il se trouve que mon père s'appelait André, je m'appelle Sophie, donc Sofia Andreevna, comme on dit, c'était le nom de la femme, l'épouse de Tolstoï, qui a joué un grand rôle dans sa vie. Donc je vénère l'auteur d'Anna Karénine, et s'il y a des gens qui n'ont pas lu Anna Karénine, ils sont priés de sortir immédiatement. Et donc le moins, alors je me parle à moi-même, je me tutoie dans le livre, ne soyez pas étonnés. Le moins que tu puisses faire, c'est de consacrer quelques pages à celui dont ton grand-père Ferenc propageait les idées, dans la Hongrie de l'entre-deux-guerres. Léon a 18 mois quand sa mère succombe à une fièvre puerpérale, puis son père meurt subitement alors qu'il n'a que 9 ans. Sa grand-mère le suit de peu dans la tombe, ainsi que sa tante et tutrice. Adulte, il perdra 2 frères et 2 enfants très aimés. Il a donc été frappé par d'innombrables deuils, mais lui-même vivra très vieux pour l'époque. Il est mort en 1910. Il a échangé des lettres avec Gandhi, le Mahatma Gandhi. Il était hypersensible, enclin à l'introspection solitaire. On le surnommait le pleurnicheur, comme moi, la pleurnicheuse. Sa mère est morte trop tôt pour qu'il ait pu consciemment percevoir et élaborer ce deuil précoce, parce qu'avant 2 ans, l'enfant n'a aucune idée de ce qu'est la mort. Subitement, sa mère n'est plus là, une présence s'efface, une base de sécurité disparaît, c'est tout. Il se trouve en outre qu'il n'a jamais vu d'image d'elle, car il n'existe aucun portrait, aucune photographie. Quel effet retard peut avoir cette expérience traumatique sur son écriture ? Je m'arrête ou encore un petit peu? Bon, c'est un passage assez long, je ne le lirai pas en entier. Alors, dans Séparation, le chapitre 14 de Enfance, autobiographie romancée qu'il a écrite à 23 ans, le narrateur, âgé de 10 ans, raconte ses adieux à sa mère, bien vivante, lors de leur première longue séparation. Ouvrez les guillemets, je cite Tolstoï. « Fait étrange, je vois, comme s'ils étaient devant moi, tous les visages de ces domestiques, et je pourrais les dessiner dans leurs plus petits détails. Mais le visage et l'attitude de maman échappent obstinément à mon imagination. Peut-être parce que pendant tout ce temps, je n'ai pu trouver une seule fois le courage de regarder de son côté. Il me semblait que si je faisais cela, son chagrin et le mien prendraient des proportions impossibles. » Mon commentaire. En fait, il semble que le visage et l'attitude de sa mère échappent plutôt à la mémoire de Léon, qui est privé des moyens de se les figurer, et non à son imagination, qui seule a justement le pouvoir de les ressusciter, sous les atours de la fiction, tandis qu'il essaye de contenir sa peine et son désarroi dans des proportions contrôlables.
mais on verra plus loin à quel point mémoire et imagination ont partie liées. Merci, merci Sophie. C'est un passage que tu as choisi. Je prends celui-là du coup, hein, si on n'en fait qu'un. Bon, alors c'est un passage du radeau, alors attention. La masse humaine, 150 personnes ayant de l'eau jusqu'à la ceinture. Ce poids immerge le radeau, créant une résistance qui lui a valu son abandon par les canaux, une inertie qui le porte à la dérive et l'éloigne de la côte. Les hommes sont livrés à la mer. Ils n'ont aucune prise sur leur avancée. Une voile gonfle leur illusion fugace de pouvoir naviguer, sans gouvernail. La boussole, qui ne pourrait qu'indiquer que le radeau est entraîné par des courants contraires, tombe à la mer. L'abandon est total. De l'eau à perte de vue. Surpopulation. Une foule de torses comprimés affleure la surface du vaste océan. On ne peut se mouvoir sur ce radeau surchargé. La nuit tombe et la mer se lève, furieuse. Des montagnes d'eau déferlent, soulevant les hommes de dessus la plateforme. S'accrocher. Il faut faire contrepoids de son corps et se jeter du côté levé par la lame pour ne pas sombrer. La nuit et l'abîme, les murs d'eau. Le radeau se fait piège à hommes. Entre ses lattes disjointes, les jambes se coincent. Les hommes pris à ses mailles sont noyés ou piétinés. Le corps de l'autre devient un danger. Les corps s'entrechoquent, se bousculent, se heurtent. La lame renvoie les cadavres qui viennent frapper les vivants comme des boulets. Trébuchés sur les uns, étouffés par les autres. Écrasés par le nombre, entraînés, précipités à la mer, roulés dans les vagues, membres brisés. Une vingtaine de morts la première nuit. La mort sera épuisement, consomption. L'énergie dépensée pour simplement être debout, se maintenir hors de l'eau. Le corps qui doit répondre point par point à la mouvance du radeau, aux assauts de la mer. Ne pas tomber, ne pas se faire broyer, sans sommeil, sans répit. Il faudra dormir debout, se serrer les uns contre les autres pour former une masse compacte, structurante, dormir quelques instants jusqu'à la chute. Flotter, ramener le radeau au ras de l'eau devient la première condition de survie. Se délester de ce poids humain, de cette charge, il a fallu faire de la place. Survivre, c'était faire de la place. J'avais envie d'en entendre un petit extrait de chacune, non? J'ai pas du tout pensé. Allez. Ah, une femme alors. Bon, bah forcément Virginia Woolf. Je suis très copine avec Virginia Woolf. Elle n'est pas au courant. Mais... Je l'aime d'amour. Donc, Virginia Woolf, pour ceux qui l'ignorent, était dépressive. Et bon, il semble qu'elle ait subi des abus sexuels quand elle était enfant avec sa sœur, d'ailleurs. Elle était deux victimes. Et donc, il y avait certainement d'autres facteurs, mais régulièrement, elle sombrait au fin fond de ce qu'elle appelle un grand lac de mélancolie, jusqu'au moment où elle s'est réellement noyée dans la rivière à côté de chez elle. C'est pas très joyeux, mais si l'on veut mettre en lumière le rapport étroit entre écriture et tentation du suicide chez Woolf, il suffit de rapprocher certaines dates significatives de sa vie en une dialectique accablante. Entre l'été 1913 et l'automne 1915 prennent place deux dépressions sévères, une tentative de suicide, juste après la parution en 1913 du premier roman de son jeune époux et l'achèvement de son propre premier roman, une rechute, après la parution en 1914 du deuxième livre de son mari, Les Vierges sages qui ne ménagent ni leur couple ni la famille de Virginia, et un long séjour en clinique en 1915, juste avant la parution de son premier roman. Est-ce assez clair ? Je ne lis pas plus que ce paragraphe, mais j'ajoute un petit commentaire.
Donc, le problème que j'ai eu pour écrire Désappartenir, c'est que j'étais coincée entre la nécessité de dire et l'injonction de taire. Parce que les adultes, quand ils maltraitent les enfants, presque tous, je pense, leur font passer le message, enfin les formatent à l'idée que c'est pour ton bien. Voilà, c'est pour ton bien, et que tout le monde fait pareil, et que c'est bien comme ça, et qu'il ne faut pas en faire tout un plat, c'est pas si grave, n'est-ce pas? Et donc c'est extrêmement difficile de surmonter ça. Et par exemple, ma mère me disait explicitement tu ne parles à personne de ce qui se passe à la maison. Est-ce que tu en as parlé à ta meilleure copine à l'école? Non, je l'avais fait une fois. J'avais très bien intégré ce tabou. Donc, ça aussi, c'était contrôlé. Alors, même tant d'années, de décennies après, c'est pas facile du tout de rompre ce tabou et de dire les choses ouvertement. C'est quand même plus facile de les dire à vous, de les dire aux lecteurs connus et inconnus. Mais leur regard change, et je l'ai déjà observé, et quand je parle de leur regard, c'est très concret, ils me regardent d'une manière différente. Ils ne sont pas moins copains avec moi, mais ils me regardent d'une manière différente. Et bien sûr, par rapport aux quelques proches avec lesquels on a encore des liens, c'est très difficile à assumer. Donc, cette injonction de se taire et cette pulsion de dire que ressentent les écrivains, d'exprimer que ressentent tous les artistes, sont contradictoires. Et ce n'est pas facile à dépasser. Allez, alors. Donc là, je parle de deux sculptures. Je reste perplexe devant mes cannibales, mal à l'aise, je ne m'y retrouve pas. Ces sculptures sont un vagabondage, une sortie de route, une impasse. Je ne les aime pas. Elles me parlent d'un temps que je voudrais enterrer. Première année, seule dans mon propre atelier. C'était presque rien, une pièce blanche d'une dizaine de mètres carrés, base de plafond, enterrée. Une toute petite fenêtre armée de barreaux s'ouvrait au ras du minuscule jardin. Mais quelques outils alignés au sol, dans un coin, aucun meuble. Je taille, dans 2 troncs de chêne ouverts en deux créatures hybrides, entre animal et végétal, les cannibales. Ce sont des béances, des créatures qui séduisent, attirent par leur couleur vive et dévorent. Elles sont à mi-chemin entre l'animal de mer, l'anémone, la pieuvre et la plante carnivore. L'une est rouge, l'autre bleue. Ce sont des pièges à digérer l'homme. Dans les premiers jours de taille de ces sculptures, j'écris. Qu'est-ce qui me terrifie dans le cannibalisme? Peur d'être mangé, peur de manger les autres, disparition totale et sans trace, sans reste, ne pas supporter l'idée que je vais être bouffé, rongé, par les vers, par le feu, la terre, l'humidité, l'eau. Être vivant, c'est être comestible, être des vivres, manger, puis être mangé. Qu'est-ce qui fait que ce soit plus horrible du fait que ce soit par ses semblables? L'équivalence? Prendre toute la mesure de notre substance, faire la connaissance intérieure, goûter notre propre mort, notre disparition, devenir soi-même le processus de dissolution d'un corps qui est l'équivalent d'une autre. Être un ensevelissement, sentir se faire en soi le long travail de la disparition, contenir ce mécanisme de destruction et en vivre, être potentiellement la subsistance de quelqu'un. Penser plus à la nature du lien que je sens de plus en plus fort de l'imaginaire de la mer et du cannibalisme. J'ai livré tant de batailles contre moi-même cette année-là, jusqu'au point de défaite, le presque abandon de la sculpture. J'errais entre grandes euphories et des espoirs profonds, ce sentiment de tomber dans des trous, l'effondrement. Dans ce petit atelier s'est joué le huis clos d'une solitude à crever, plus personne à qui s'adresser, être lamentablement face à soi. Moment délicat où les choses en essence sont si fragiles qu'elles paraissent absurdes, grotesques, indécentes parfois. Et il faut dépasser ce cap, nécessairement. Le doute total, mais un mauvais doute. J'ai le sentiment d'être définitivement perdue, égarée. Je suis très à côté de ce que j'aurais voulu dire.
Les cannibales me permettaient d'être encore dans une abstraction et un évitement de l'humain. Sculpture enfantine de peur de la dévoration par un être inidentifiable. J'étais dans l'anthropophagie, je voulais le cannibalisme. Il me fallait abandonner bêtes et monstres et m'attaquer enfin à l'humain. Wow. Alors, avant de retrouver Clarisse et Sophie là-haut pour qu'elles puissent vous dédicacer leur texte, est-ce que vous auriez des questions à leur poser? Même si, évidemment, vous pourrez discuter avec elles de manière un peu plus intime en haut. Des questions. Je vois. Sophie, je crois que vous avez presque déjà répondu à la question. Clarisse, tu as mentionné qu'il fallait que ça soit couché, ton texte, et plus encore que ça soit édité, hein, que le livre paraisse, pour pouvoir communiquer tes écrits avec tes proches. Est-ce que donc, tu l'as fait, et si c'est pas trop personnel, est-ce que tu peux nous parler un peu de leur réaction? Est-ce que ça a réveillé chez ceux qui ne s'intéressaient pas du tout, par exemple, quelque chose ou pas? Je crois que vous avez un tout petit peu répondu. Un peu plus fort, pardon. Pardon. Vous avez un petit peu répondu à cette question, oui. En disant que les gens, vos proches ont changé un petit peu de regard quand même, oui, après la sortie de ce livre. Mais si vous avez des choses à ajouter par rapport à cette question des réactions, bien sûr, je suis aussi intéressée. Oui, il faut que ça soit... Alors, déjà sur la partie écrire est une chose, publier en est une autre. Bon, le chemin est parfois un peu accidenté, mais quand même un livre qui n'est pas édité, il peut être excellent. Mais il n'existe pas complètement parce que pour qu'un livre existe, il faut qu'il y ait la collaboration, la coopération des lecteurs que vous êtes. C'est pas seulement les critiques ou les gens de la profession, non. Mais le lecteur, la manière dont le lecteur reçoit le livre fait très souvent comprendre à l'auteur qui a suivi son intuition sans trop analyser ce que quelque chose en lui voulait dire. Ça, c'est votre mission, c'est votre part du boulot. Et vraiment, ça m'est arrivé concrètement. Moi, je parlais d'un café sur la colline tout à l'heure. C'est une dame en bibliothèque qui m'a fait comprendre une chose importante sur ce livre. Je me rappelle très bien, à une rencontre, elle m'a dit finalement, vous avez écrit un livre en 3D. Puis je dis oui, c'est ça exactement. J'avais absolument pas pris conscience de ça. C'est un livre un peu holographique, on peut tourner autour. Bon. Alors, donc, il faut une réception pour que le livre existe. Et il y a des cimetières entiers qui sont pleins de manuscrits, dont certains mériteraient tout à fait d'être édités, mais qui n'ont pas eu de chance. Alors, ils n'existent pas. Ils sont dans les limbes. Ils attendent peut-être un jour d'exister. Et sinon, donc, si j'ai bien compris, oui, alors, il y a toutes sortes de lecteurs. Moi, ce que je préfère, c'est ceux que je ne connais pas. Ils me connaissent pas. Ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas. Je vous rencontre aujourd'hui, mais disons, c'est ceux qui ne me connaissent pas dans la vie, qui ne me fréquentent pas. Et c'est vrai, je crois que Delphine le sait, elle m'avait filmé en vidéo quand le livre est sorti. J'étais terrifiée totalement par la réaction des proches avec qui je suis encore en lien. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et je suis moins terrifiée maintenant, parce que ça fait 3 mois, mais c'est quand même très dur. Et alors pour l'instant, peu de gens l'ont lu, mais il m'en reste peu de toute façon. J'ai préparé certains d'entre eux, parce que c'est des cousins, et parce que je ne voulais pas qu'ils découvrent les choses en lisant. Donc je leur ai dit l'essentiel. Ils ne sont pas obligés de le lire. Je pense que sur ces 2 couples de cousins, il y a une personne qui ne va pas le lire. J'ai une demi-sœur aînée du côté de mon père, avec qui j'ai pas eu de relation pendant ma jeunesse. Mais on s'est un petit peu rapprochés au décès de mon père, et qui trouve le livre extraordinaire, génial. Elle m'a pas du tout parlé, en fait, du côté familial. Bon,
je lui avais dit 2-3 choses, mais elle a vraiment aimé le livre parce qu'elle me dit « Ah, enfin, je comprends un peu mieux ce que les écrivains ont dans la tête, parce que quand je regarde une émission télévisée que je ne nommerai pas, mais qui est hebdomadaire sur les livres, je me dis toujours, mais d'où ça sort, tous ces trucs d'écrivain. Eh bien, grâce à toi, Sophie, j'en ai une idée beaucoup plus précise. Donc, elle était extrêmement positive. Elle dit, ce livre est remarquable, mais nous n'avons pas tellement parlé, en fait, famille. Je suis toujours déconcertée par les réactions des lecteurs. Toujours. Merci. Merci à vous. Et moi, alors, c'est trop personnel, c'est clair. En plus, il est sorti hier. Il y a beaucoup de choses que j'appréhende. Il n'y a que ma famille proche qui l'a eu. Le reste, je n'ai rien dit. Et j'ai pas encore vraiment de retour, mais quand j'en aurai, je vous le dirai pas de toute façon. Méchante. J'ai vu une main soulevée par là. Oui, merci beaucoup. Une association, une remarque par rapport au thème, les sources de la création. C'est une question très simple. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? Les sources ou la source de la création n'est pas créative. Je m'explique. Quelle création, ça vient de créare, qui signifie faire, ou même fabriquer. Et c'est bien sûr nécessaire de faire quelque chose pour avoir une œuvre, je comprends bien. Mais ce n'est pas la même genre d'activité que ce qui agit dans la source, qui est plutôt lié à quelque chose, et le mot est tombé avant, qu'on subit. Et ça, c'est le contraire de créare ou en grec poiein. Le contraire, c'est pachein, c'est-à-dire c'est qu'on subit. Être affecté, on peut dire aussi. Et c'est ça, qu'on peut résumer le thème ou deux, que la source de la création n'est exactement pas créative, mais autre chose. Allez, je fais 2 heures. Ah, c'est moi. C'est moi qui commence. Aucune idée. Désolée, vraiment. Sophie, je sais. Je pensais que c'était une question uniquement pour Clarisse, non? Ah non, non, elle est pour toi aussi. C'est une question dans l'air. J'étais un peu dissipée, mais bon, je me suis dit, ça c'est pour Clarisse, je mets ah oui, non, technique. Tout. Donc c'est est-ce que la source de la création est créative? La source de la création elle-même? Non. Vous avez beaucoup parlé de ce que vous avez subi. Subi, ouais. Oui. Et c'est le contraire de ce qu'on fait, et création. Faire. Oui. Oui, oui, je crois que je comprends mieux. En fait, c'est-à-dire que je pense que ce livre, en tout cas mon livre, pas le tien, il remplit il a une autre fonction, je pense. Mais mon livre, je l'ai écrit aussi comme un acte de transmission de tout ce que la lecture, l'écriture, la pratique de la création littéraire, la pédagogie de la création littéraire, parce que pendant des décennies, j'ai accompagné des gens à écrire, d'une manière, on va dire, artisanale d'ailleurs, et j'ai beaucoup appris ainsi sur... Donc, Désappartenir, c'est un petit peu la somme de tout ce que la lecture, l'écriture, la pédagogie de l'écriture et le travail sur soi m'ont appris en une vie. Et bien sûr, il y a quelques chapitres donc dédiés à cette source personnelle, cachée, qui peut être, dans mon cas aussi un peu, et dans le cas, je pense, de Clarisse, beaucoup, une transmission généalogique défectueuse, c'est-à-dire en fait des lacunes qu'il faut combler. On est obligé de les combler parce que sinon on s'effondre.
Mais je parle énormément, en fait, comme j'ai lu la liste un peu des thèmes, de faire. Comment on fait. Par exemple, il y a un chapitre sur mémoire, imagination, structure et forme. Donc plus vous allez vers la fin du livre, et plus c'est, disons, un peu, un peu technique, pas vraiment, mais c'est ça l'idée. Donc, poiein, oui, vous avez utilisé le terme le terme grec. Poiein, bon, a donné, ça veut dire faire en grec ancien. Ou même fabriquer. Fabriquer, c'est très concret, et ça a donné en français poésie. Oui, qui a complètement une autre connotation aujourd'hui. Oui, qui a évolué, bien sûr. Donc, et bien sûr qu'il s'agit de faire. Et comment faire? Alors, personnellement, je développe énormément, mais là, je pense qu'on n'est plus dans cette phase de la rencontre. Et je développe énormément sur le rôle donc de l'intuition, de l'inconscient, et aussi les aspects techniques, j'en parle aussi. Le fait par exemple, que le temps est un allié de la création, qui est totalement non maîtrisable, mais dont on ne peut absolument pas se passer. C'est-à-dire, parfois des amis me disent « Mais alors, ton bouquin, tu l'auras fini quand ?» Et je réponds « Demande au livre. » Moi, j'en sais rien. Lui, peut-être. Voilà. Donc, je développe beaucoup cette partie-là aussi. Cette question. Il y a d'autres questions. Moi, juste une remarque, je crois que la réponse était dans la question du monsieur, il avait déjà son idée, je crois. Il y a beaucoup de questions de transmission aussi dans ton livre, Clarisse, à divers titres, transmission de la vie déjà, toute la lignée vient de cet ancêtre, transmission du secret familial qu'on sent peser sur toi le long des années, et on sent que le livre, enfin comment dire, toutes tes créations, t'es attiré par, on ne sait pas pourquoi, par la viande, par la sculpture, et ça monte, on sent comme une vague qui gonfle jusqu'à ce ressac même. Donc les questions de transmission aussi dans ton livre, je crois, et je t'avais fait la remarque, c'est quasiment un des thèmes clés, je crois, la transmission. Donc effectivement, la transmission involontaire, tout ça passe par toi et tu finis par créer ce livre. De toute façon, je n'invente rien, je crois qu'encore une fois, la réponse était dans la question. On est évidemment d'abord passif, affecté par plein de choses, avant d'en faire quelque chose de créatif, de poétique. Mais c'était pour te donner la parole. Ah, je croyais que tu répondais pour moi. C'est bien, tu as répondu pour moi, quoi. C'est parfait. Merci. Et oui. J'ai dû sauter une étape. La Clarisse parle beaucoup d'un livre qui a été transmis. Oui. Donc, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ou alors, est-ce que ce serait révéler le contenu du livre? Puisque on a l'impression que il y a deux tabous dans la famille. Il y a l'existence de ce livre et ce que ça raconte, la trace qui a été laissée par l'ancêtre, et ensuite le tabou qui a été quand même partagé de ce qui s'est passé sur le radeau de la Méduse. Donc je ne suis pas très à l'aise avec ça. Il manque peut-être des éléments que... Ouais, alors en fait c'est c'est un livre qui est juste annoté par mon ancêtre. Donc déjà son écrit est très court et il vient dans les marges. Dans les marges, un récit qui a été écrit par d'autres rescapés, où on apprend effectivement des choses qui ne sont pas connues dans la version officielle, qui donnent beaucoup plus de responsabilité à ceux qui ont survécu dans les massacres. C'est pas des mutineries, c'est des massacres. C'est vraiment des massacres, c'est programmé, décidé. Et donc mon ancêtre vient vraiment appuyer là-dessus, très, très brièvement, mais très fortement. Donc en effet, ça change vraiment l'histoire du radeau, même si il y a quelques témoignages de seconde main qui déjà laissaient entendre ce qui était arrivé, enfin une autre version. Mais là, c'est très clair, très précis, voilà. Donc ça apporte à l'histoire. Donc on sait, dans ma famille, ceux qui l'avaient lu devaient évidemment le savoir. Et après, c'est devenu tabou à cause de la honte, le respect de la souffrance, voilà, la parole empêchée. Et puis ce phénomène qui est que quand on a accès à ce livre et comme on ne sait pas dans quel esprit il a été annoté, la grande question c'est est-ce qu'on a la légitimité, soit tout seul,
d'exposer ce secret, quoi. Moi, j'ai eu le sentiment de porter sa voix, je l'ai fait avec la plus grande bienveillance possible, mais ça a pris des années avant que je me dise mais oui, en fait, je suis autant légitime que mon père, par exemple, parce qu'il y a eu, enfin, vous verrez, il y a un grand questionnement. Il y a un grand lien avec mon père sur ce sujet et avant je me référais toujours à lui et au bout d'un moment je me suis dit bon bah c'est pas parce que la tradition des Griffons d'il y a 200 ans c'est de transmettre le livre par les hommes, ça me rend pas moins légitime en fait. Et voilà, donc il y a enfin c'est très complexe. Est-ce qu'il y a un risque de déformation dans la manière de transmettre ce qui a été lu et ce qui a été annoté, ou est-ce que chaque génération reprenait le document de zéro en fait? C'est-à-dire d'où vient la question du tabou et la question de la transmission? C'est ça que je ne comprends pas, peut-être que je les ai lus à ce moment. Ouais, je crois. Oui, je crois parce que c'est assez complexe. Il y a des générations où on ne sait pas. Mon grand-père, on sait un peu comment il a reçu lui le livre et c'est essentiellement lui qui a posé les interdits pour les générations suivantes en fait, parce que c'est lui qui a décidé qu'il n'irait pas à la bibliothèque. Et c'est lui qui a écrit vraiment, dans une monographie qu'il a écrite pour la famille, quand il en est à la biographie de Joseph Jean-Baptiste Alexandre, il dit que ses aïeux ont délibérément jeté un voile sur cette histoire et qu'il vaut mieux continuer à faire comme ça. Donc, après, il y a les réflexions de chacun. J'ai essayé de retracer justement l'histoire de comment l'interdit a pu se poser et tout ça. C'est un truc que je décortique dedans. Mais en fait, tu as fait le travail que lui avait voulu faire, donc il doit être très fier de toi. Mais j'espère, mais peut-être pas, je sais pas. Mais... Très bien. Lorsque tu dis, Clarisse, dans les annotations de ton ancêtre, c'est qu'on a l'impression qu'il avait un besoin de vérité, ouais. Même si ça avait été aussi atroce que ce qui semble être la réalité. Et je dis semble parce que je ne connais pas l'histoire et je n'ai pas lu le premier livre. Mais je ne connais pas l'histoire dans ses détails, j'entends. Et je suis assez d'accord avec ma voisine quand, enfin, quelque part, tu mets à jour son vécu et ses annotations. Je trouve ça assez touchant quelque part. Enfin, bon, voilà, monsieur, vous posez une question. Je voulais savoir si tu avais fait des liens avec les disparus dans les Andes, cet avion qui s'était... Mais ça me colle trop à la peau cette histoire. C'est bien, hein, mais je sais pas pourquoi, mais celle-là, je peux pas aller la voir. Je peux pas la regarder, je peux pas... Vraiment, je peux pas y aller. Tout le monde m'en parle, mais je... Voilà. Moi, ma curiosité portait sur le fait que possiblement il y avait des témoignages de personnes qui avaient traversé exactement les mêmes choses que ton ancêtre, dont je me rappelle plus des prénoms. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, là, tout de suite, s'il y a des constantes qui traversent l'histoire. Dans le mode de survie? Voilà, dans les actes d'anthropophagie, parce qu'il y en a d'innombrables de par l'histoire des naufrages notamment, et que ce soit sur la mer ou dans les airs. Mais en fait, ça, je crois que c'est des choses qui sont, même dans le témoignage de mon ancêtre, qui n'existent pas en fait. J'arrête pas de dire que c'est dans les creux, c'est dans le vide de mon livre qu'il y a ça en fait. Personne ne peut parler de ça, de cette expérience de transgression totale. Lui, dans ses écrits, il est très précis, il donne juste des faits comme ça, mais il n'y a aucune introspection à aucun moment. Et non, c'est une écriture vraiment très nette, très factuelle. Et moi, avec toutes mes tentatives d'attraper la chose par la sculpture, les cauchemars et différentes expériences, j'essaye de circonscrire en fait le vide qu'il y a. C'est juste... Vous ne trouverez rien de ce type-là dans mon livre. Hein. D'autant qu'on est quand même prisonnier de nos représentations culturelles, parce qu'il fut un temps dans certaines contrées du monde où la pratique de l'anthropophagie
était répandu comme un rituel quasiment religieux, oui. où c'était une manière de s'approprier l'énergie de l'autre, de l'ennemi le plus souvent. Oui. Mais souvent, on est victime aussi des représentations de représentations. Et là, on est un peu dans ce domaine, je trouve. Est-ce qu'il suffit de prendre, non pas un peu de hauteur, parce que là, on est vraiment dans des niveaux de rapport à l'autre très primitifs, mais dans certains cas, le fait de manger la chair de l'ennemi, c'était une démarche spirituelle qui consistait, comme je l'ai dit plus tôt, à s'approprier. Oui, non, mais c'est très intéressant comme sujet, mais c'est vrai que du coup, c'est pas du tout des choses qui me questionnent. Alors, moi, je répondrai en tant qu'éditrice du texte de Clarisse. Vas-y, je te laisse. Que, en fait, c'est précisément tout l'intérêt et la puissance du texte de Clarisse, que c'est une histoire absolument singulière. Et que son ancêtre est un individu qui, certes, la démarche de son ancêtre est dingue, en fait, parce que avec ce qu'il a vécu et ce qu'on suppose qu'il a vécu, il s'acharne à écrire les faits, et uniquement les faits, pour essayer d'approcher une vérité qui est inapprochable, de toute façon. Et toute cette entreprise est absolument singulière, parce que Clarisse reprend, en fait, initie une autre démarche, par la littérature et par sa langue, au-delà de la sculpture, parce que en fait, sa langue a été préparée par la sculpture. Et en fait, pour moi, on ne peut pas rapprocher cette histoire, même si c'est l'histoire hyper connue du radeau de la Méduse, d'une autre histoire, ou même d'autres histoires sur le radeau de la Méduse, pour moi, et c'est pour ça que je l'ai dit, parce que je trouve que c'est précisément ça qui est intéressant, c'est l'extrême singularité de cette histoire et du récit de Clarisse. Voilà. Mais je pense qu'en lisant ce récit, on sera renvoyé en tant que lecteur à ces questionnements. Ah mais absolument, mais de toute façon, il me semble que cela, c'est ce qu'elles vous ont dit toutes les deux, et ce que j'espère que vous lirez à travers leur texte, c'est que, en fait, la littérature renvoie toujours aux questionnements absolument existentiels, fondamentaux, spirituels, tout ce que vous voulez, ça, la littérature. Voilà.